Bonjour à tous et bienvenue à cette journée Portes ouvertes digitale organisée par l'école Ozar Hatorah en association avec l'association Choisir l'école juive. En quelques chiffres, le réseau Ozar Hatorah en France, c'est 16 écoles, 2 crèches, 3500 élèves, 98% de réussite au bac. Le groupe Ozar Hatorah a été fondé en France en 1971. Il recouvre le plus grand réseau scolaire juif de France avec 16 établissements à Paris, Créteil et Sarcelles. La devise de l'école, développer le meilleur de soi pour la vie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'école Ozar Hatorah du 11e arrondissement de Paris. Elle a été inaugurée en 1989. Elle est composée d'une crèche, d'un GAN, d'une école primaire mixte et d'un collège-lycée pour filles. À l'occasion de cette journée Portes ouvertes, nous allons vous présenter en détail l'école, son quotidien et ses atouts. Pendant une heure, vous allez pouvoir la découvrir grâce aux intervenants qui seront présents sur notre plateau et pouvoir poser toutes vos questions sur le live Facebook. Nous débuterons cette journée avec Johanna Smadja, responsable famille de l'association Choisir l'école juive, qui nous expliquera comment est née cette idée de journée Portes ouvertes digitale, puis Lionel Dufresne qui viendra vous présenter l'histoire très riche des institutions et du groupe Ozar Hatorah. Nous serons ensuite rejoints par David Evidia, le directeur de l'établissement, qui nous présentera plus en détail son école. Il nous parlera aussi de l'enseignement du Kodesh et du projet pédagogique. Noémie Akouka, directrice du primaire, viendra nous présenter de façon plus spécifique le GAN et le primaire. Elle nous présentera l'équipe éducative et comment les fêtes juives ponctuent la vie de l'école. David Evidia reviendra également nous présenter l'attachement de l'école à Israël et au devoir de mémoire de la Shoah. Enfin, il évoquera l'implication des parents d'élèves dans le quotidien de l'école et il nous dira tout sur le processus d'inscription. Nous aurons également l'intervention d'élèves qui viendront partager leur expérience. Nous terminerons bien sûr avec vos questions, donc n'hésitez pas tout au long de l'émission à poser vos questions en commentaire sur Facebook. On accueille dès à présent nos invités. Johanna Smadja, donc responsable famille de l'association Choisir l'école juive. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement et nous dire en quoi consiste votre mission ? Bien sûr, alors je suis effectivement la responsable des familles à l'association Choisir l'école juive. Donc l'association a pour but de rendre l'école juive accessible à tous et pour ce faire, nous allons donc accompagner toutes les familles lors du processus d'inscription. Donc depuis le moment où ils vont nous contacter pour la première fois jusqu'à l'inscription définitive en école juive. Alors je tiens également à préciser qu'à ce jour, nous avons aidé plus de 3000 enfants à intégrer l'école juive et ce dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Ok. Et pourquoi avoir décidé d'organiser cette journée Portes ouvertes digitale du coup ? Alors tout simplement parce que les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de pouvoir faire des journées en présentiel en direct donc dans les écoles. Il a fallu donc réfléchir à une journée porte ouverte digitale et interactive. Et donc on a travaillé sur ce concept-là et ce qui permettra donc aux familles de pouvoir suivre tout au long de l'émission et de pouvoir également poser des questions de façon directe aux intervenants. Et alors pourquoi avec l'école Ozar Hatorah ? Eh bien, tout simplement parce que l'école Ozar Hatorah est un partenaire historique. C'est le premier réseau à nous avoir fait confiance à un moment où l'association démarrait et n'était pas encore connue. Et donc, c'était tout à fait pour nous naturel et évident de mettre en avant les institutions Ozar Hatorah et notamment cette magnifique école qui est celle du Paris 11e. Ok. On va passer, si vous voulez bien, à l'historique du groupe et des institutions Ozar Hatorah avec Lionel Dufresne. Donc, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, pareil, vous présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste votre mission ? Alors, je suis le directeur général des écoles Ozar Hatorah et le rôle est assez classique en marge de tout ce qui peut être la gestion, l'administration des écoles. Et un des rôles premiers est de mettre en œuvre les principes fondateurs qui ont prévalu à la création d'Ozar Hatorah il y a maintenant plus de 70 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire du groupe Ozar Hatorah ? C'est un groupe qui est... Enfin, c'est un réseau qui est né après-guerre, donc en 1945, avec une appellation qui était de s'occuper du million oublié. Donc après-guerre, tous les efforts étaient centrés sur les Juifs d'Europe qui avaient été décimés, sur la création de l'État d'Israël, mais au Moyen-Orient, il y avait énormément de Juifs, donc Sfarades, qui avaient besoin d'une éducation juive. Et un des visionnaires, ils étaient plusieurs, Isaac Shalom, qui était un juif syrien, a eu l'idée de s'occuper de tous ces enfants avec justement ces principes fondateurs, qui étaient de leur donner une éducation de qualité, donc en Iran, au Maroc, dans tous les pays du Moyen-Orient. Il y avait 16 écoles en Iran.
Donc on ne s'imagine pas aujourd'hui, mais il y avait 16 écoles en Iran, donc des milliers d'élèves en Iran, des milliers d'élèves au Maroc, donc progressivement qui ont intégré les écoles de Haute Torah, donc avec ces principes qui sont une éducation dans les matières générales de qualité, donc là selon les standards du pays, une éducation juive véritable pour qu'il n'y ait pas de perte de valeur, mais aussi pour que cette éducation juive, elle prospère et elle accompagne les élèves tout au long de leur vie. Et on fait un dernier point qui était l'accès des écoles de Torah à tous les élèves, quel que soit leur engagement, donc qu'ils soient pratiquants, moins pratiquants, et quels que soient leurs moyens. Et donc ces principes-là, ils sont toujours en œuvre actuellement. Évidemment, au moment où les Juifs ont quitté ces pays du Moyen-Orient et sont arrivés en France, eh bien, le réseau a commencé à s'établir en France, avec notamment le Rav Monseinego, qui était le grand rabbin qui est devenu le grand rabbin du Maroc. Donc ils ont commencé à construire à établir un réseau et à construire des écoles dès 62 à Villeurbanne. Et dès début des années 70, le Rav Jean-Paul Amoyel a pris la relève, la tête de ce réseau naissant et a construit toutes les écoles que nous avons aujourd'hui. Donc d'abord Sarcelles, ensuite Créteil, Paris 11e, dont on va parler, le 13e, Toulouse, Antony, etc. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter les institutions aux Torah à travers le monde ? Alors à travers le monde, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il y a eu plus de 30 000 élèves dans les écoles de Torah, donc essentiellement au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Torah, c'est essentiellement la France. Donc avec les écoles qu'on vient de citer, il reste une petite école en Iran, donc il y a 70 élèves, donc moins d'une centaine d'élèves, donc qui reste très confidentielle, mais qui continue. D'accord. Quelles sont les valeurs véhiculées par le groupe aux Torah ? Donc la devise de l'école, c'est développer le meilleur de soi pour la vie, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où on est une école, on l'a dit, vous avez cité tout à l'heure des chiffres de pourcentage de réussite au bac. Donc, on est une école, donc bien évidemment, il faut réussir dans les matières générales, et c'est notre objectif premier. Sauf que ça doit aller au-delà, puisque notre raison d'être, c'est d'apporter une véritable éducation juive. Et l'éducation juive, c'est pas simplement l'enseignement de matière juive, c'est aussi apporter une vision juive, c'est-à-dire pouvoir avoir une réflexion qui va au-delà, avoir une indépendance, avoir un discernement qui puisse recouvrir à la fois les matières dites juives, mais aussi les matières générales. Et c'est en ça où des matières qui pourraient apparaître comme opposées, finalement peuvent se retrouver et s'assembler pour apporter à l'élève une véritable autonomie et pour qu'il ait ensuite ce discernement et cette indépendance qui va l'accompagner toute sa vie. C'est pour ça qu'on dit pour la vie, parce que c'est un début, comme on dit que le bac c'est la clé des études supérieures, et bien cette scolarité, ça doit être la clé de leur avenir. C'est une éducation. C'est une éducation, sachant que l'éducation se fait aussi avec les familles. Mais voilà, donc c'est un principe, c'est ce principe-là plus un principe d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, on accueille tout le monde, enfin tous ceux qui veulent s'engager dans ce chemin-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau scolaire en France ? Alors, réseau scolaire, pour Haute Torah, ce sont 4 pôles, le Sarcelles, Créteil, le 13e et le 11e. D'accord. Merci Monsieur Dufresne. Nous accueillons à présent Monsieur David Ebidia, directeur de l'établissement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis David Ebidia, directeur du collège-lycée filles Haute Torah du 11e. Je suis en poste dans cette école depuis peu, puisque j'ai pris mes fonctions au mois de janvier de cette année seulement. Mais je travaille disons à Haute Torah depuis près de 10 ans maintenant, donc ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu de l'éducation et dans un collège-lycée, en tout cas depuis bientôt 10 ans. Voilà, à peu près. Où se situent les locaux de l'école aux Torah ? Alors nous sommes situés dans le 11e arrondissement de Paris, proche, disons, de Belleville. La création de l'école en 1989 a été un véritable événement, célébré avec le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac. Pouvez-vous nous raconter cette inauguration ? Difficilement, puisque je n'y étais pas moi-même, okay. mais je me suis un petit peu documenté sur la question. Effectivement, Jacques Chirac était présent, le grand rabbin senior y était aussi, puisqu'à un moment donné, il a même pris la direction de l'établissement du 11e. Le grand rabbin Goldman était aussi présent à cette inauguration, beaucoup de monde.
Un gros événement. Oui. Plus concrètement, combien de classes avez-vous sur tout l'établissement ? Alors nous on a 7 classes au collège-lycée, sans compter les classes qui sont au collège, la maternelle, au primaire et à la crèche. Donc voilà, je pense une quinzaine de classes. Ok. Et combien d'écoles votre école accueille-t-elle ? Combien d'écoles, j'ai dit d'élèves, effectivement. Oui. On est sur 400 enfants de la crèche à la terminale. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'infrastructure de l'école, les classes, la cour, la cantine ? Alors c'est un établissement qui est sur 4 à 5 niveaux, puisque le niveau du rez-de-chaussée est aussi... il y a la cour, la cantine et l'accès à la crèche. On peut réellement parler d'une cité scolaire, puisqu'on a plusieurs espaces dans le bâtiment qui sont bien clairement délimités entre la crèche d'une part, la maternelle et le primaire sur 2 étages, donc les 2 premiers étages, et le collège-lycée sur les 2 autres étages. 3 cours de récréation, c'est ça, sur 4 cours de récréation au total, 3 pour le primaire et la maternelle, 2 pour le collège et le lycée, puisqu'on a aussi une cour à l'étage du lycée pour le lycée. Nous avons une salle informatique, un CDI, des salles de projection, des vidéoprojecteurs dans certaines salles. Voilà, à peu près tout. Ok. Ozaratora est une école sous contrat avec l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons un enseignement qui est respectueux des attentes de l'éducation nationale, d'une part. Ensuite, c'est que nos enseignants sont donc formés, inspectés, et en collaboration avec le chef d'établissement, c'est-à-dire que l'appréciation qui est portée sur les compétences des enseignants est aussi faite par le chef d'établissement et les inspecteurs de l'académie. Les heures de cours qui sont données dans les matières générales respectent scrupuleusement les demandes académiques, les exigences académiques. Nous sommes aussi en parallèle centre d'examen, donc nos élèves passent le baccalauréat et le brevet des collèges dans l'école. Donc voilà ce que ça implique globalement. Est-ce qu'on peut faire un point aussi sur la sécurité du bâtiment ? C'est un point très important pour les parents ? Alors l'école est équipée à plusieurs accès, mais on utilise actuellement 2 accès, un pour le primaire et un pour le collège, lycée et la crèche. On est équipé d'un SAS de sécurité, de plusieurs caméras. Donc la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, surtout avec l'historique de l'établissement à Toulouse notamment. Donc on est très investi sur ces dossiers-là. On a une équipe de parents protecteurs qui est là quasiment en permanence. Donc tout est fait et organisé pour que de ce point de vue-là, on n'ait jamais eu à déplorer d'incidents. D'ailleurs, voilà, il ne s'est jamais rien passé de véritablement inquiétant dans le quartier ou à l'école. On va parler à présent, si vous voulez bien, du projet pédagogique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles ? Je ne pourrais pas vous dire ce qui nous différencie véritablement des autres écoles. Ce que je peux vous dire, c'est que la spécificité... Ozaratora porte plusieurs spécificités. Déjà, nous accueillons un public qui se veut être le reflet de la communauté juive dans son ensemble. Nous avons des gens qui viennent de tous milieux socio-professionnels, qui sont dans des situations économiques de tout type, qui ont une pratique religieuse qui va d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'elles peuvent être très religieux comme simplement pratiquants. En tout cas, nous accueillons un panel d'élèves qui est vraiment le reflet de la communauté juive d'aujourd'hui. Notre spécificité, c'est véritablement la capacité d'accompagner des élèves sur la durée. La durée de vie d'un élève à Ozaratora, elle est peut-être bien plus longue qu'ailleurs, puisque une élève entre en 6e et elle finit en terminale par avoir son bac, et on peut justement remarquer son évolution, la suivre personnellement année après année. Le fait que nous soyons une petite structure, entre guillemets, avec une seule classe par niveau, permet aussi d'élaborer des projets uniformes, qui s'uniformisent sur le long terme. Au fur et à mesure qu'une classe avance dans le niveau, on va ajuster, on va s'adapter au groupe. On a aussi, justement, puisque une seule classe par niveau,
on est beaucoup plus en lien et en contact avec nos élèves. Nos élèves ne se perdent pas dans un flot d'élèves. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est cette proximité avec les élèves, de répondre à leurs besoins, aux attendus des parents, et de les faire progresser et avancer tout au long de leur scolarité avec vraiment avec écoute, avec attention. Il y a aussi l'atmosphère de l'établissement. Si un jour vous avez l'occasion de passer dans nos locaux, voilà, il fait bon vivre. C'est calme et en même temps les filles sont contentes d'être présentes dans leur établissement. Elles sont volontaires à tous les types de projets qu'on peut leur proposer. Et c'est vraiment, oui, c'est une spécificité de sentir chez l'enfant que lorsqu'il vient le matin à l'école, il est content d'être là. Alors c'est vraiment le retour immédiat de notre travail. Okay. L'enseignement juif, donc c'est un enseignement général performant. Comment ça se traduit au quotidien ? Alors, les objectifs que nous nous sommes fixés, en tout cas que le groupe Haute-Sahara Torah s'est fixé, c'est surtout d'essayer. On a élaboré d'ailleurs tout un programme en collège pour ça, mais dans cette optique, dans l'optique que je vais vous expliquer, c'est de faire en sorte que l'enseignement du Kodesh, soit assez proche de la structure qui nous est imposée dans l'enseignement général. De didactiser l'enseignement. Faire en sorte qu'année après année, on ait des objectifs en termes de compétences dans l'étude des textes, dans l'approche qu'on va avoir avec les textes fondateurs, qui ressemblent en tout cas aux attentes qu'on peut avoir dans le Chol ou dans les matières générales. Et donc c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années, qui est le fruit de bon nombre de concertations sur l'ensemble du groupe, entre les directeurs et entre l'ensemble des enseignants de Kodesh des écoles de filles. Chaque année, c'est des enseignants qui sont inspectés à raison de 3 fois par an, donc quasiment chaque trimestre, dans l'enseignement de Kodesh, au même titre que des enseignants de matière générale qui seraient inspectés par l'académie. C'est donc des échanges permanents sur leurs expériences, sur le retour des élèves, sur le retour des enseignants dans ce que tel sujet ou tel programme peut produire chez les enfants, chez les filles. Donc c'est vraiment d'essayer d'accompagner les enseignants et d'accompagner les élèves dans l'étude des textes. Faut savoir aussi que l'enseignement du Kodesh, c'est pas que un enseignement technique qui se veut être technique. Et donc voilà, il faut que l'enfant ressorte avec cette masse de connaissances à la terminale. Il y a de ça. On se fixe des objectifs en termes de connaissances, mais on se fixe surtout des objectifs en termes de savoir-faire et de savoir-être. C'est-à-dire, savoir-faire, la posture à adopter vis-à-vis du texte. Quand le texte me semble être incompréhensible, quelles questions je dois me poser, comment trouver des réponses à ces questionnements. Et aussi de savoir-être, c'est-à-dire que ces études-là, que l'étude des textes fondateurs soit bénéfique dans la construction de chacune de nos élèves. Que cela leur apporte véritablement un bagage, comme le disait un petit peu M. Dufresne, pour la vie. Que ce soit vraiment un socle de leur identité et qu'elles puissent justement affronter le monde qui les entoure, le monde d'aujourd'hui, avec des éléments forts en lien avec leur identité. Vous y avez un peu répondu du coup, mais quelles sont les spécificités d'un collège et d'un lycée pour filles ? Alors, non, autre chose. Il y a un petit bout. Un petit bout. Non, les spécificités d'un collège... Déjà, les filles évoluent dans un univers féminin. Un univers où on va, dans l'élaboration des projets, dans l'élaboration des programmes, tenir compte de la spécificité d'une fille. D'une fille dans son adolescence, d'une fille dans son grandissement, dans son approche, oui, je vais pas y arriver. Une fille dans la société aussi. Voilà, dans la société, une fille qui grandit, qui s'ouvre sur le monde, qui évolue, voilà, merci. Dans son évolution, dans son développement, c'est le mot que je cherchais. Dans son développement, donc tenir compte vraiment de ces aspects-là. Une fille ne fonctionne pas ou n'évolue pas comme un garçon, et donc le fait qu'elle soit dans un univers strictement féminin, ça nous permet justement d'être beaucoup plus attentifs à ça.
C'est aussi un univers de filles, donc avec des règles de tsniout quand même, mais qu'on essaye de leur inculquer et que justement on réussit à inculquer beaucoup plus facilement dans une école de filles. Voilà. Donc comment ça se traduit tous les jours? Donc il y a le tsniout déjà. Tsniout. D'accord. Il y a des règles de tsniout à respecter, oui, effectivement. Les manches plus longues que les coudes, bon, mais c'est pas, voilà, au-dessus, en dessous des genoux, des cols plutôt ronds. Voilà, après, on laisse libre cours à l'imagination des filles quand même, parce qu'elles ont quand même besoin d'exprimer, de s'exprimer dans leur tenue vestimentaire. Mais voilà, globalement, dans les grands axes, c'est ça. Avant de rentrer dans le détail de l'enseignement religieux, on va découvrir le témoignage de Shira, élève de terminale, une élève heureuse. Moi, c'est Shira, je suis en terminale à Haute-Zaratora 11e. Haute-Zaratora, j'y suis depuis la primaire et c'est vraiment une école que j'affectionne particulièrement parce que c'est clairement une famille. On a des professeurs qui sont d'une qualité incroyable, qui sont vraiment à notre écoute, toujours là pour nous aider, nous conseiller. On se fait des amis vraiment qui deviennent des sœurs, vraiment c'est des amis pour la vie. En plus de ça, à Haute-Zar, il y a vraiment une ambiance hyper agréable, pas trop de stress. Malgré les épreuves, les examens, tout ça. En plus de ça, quand il y a des voyages, c'est toujours incroyable. On en sort avec des souvenirs marqués à vie, avec plein d'enseignements, que ce soit pour les Shabbats pleins ou même les voyages à l'étranger. Et puis les cours sont aussi de qualité. Et à Haute-Zar, il y a une solidarité qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que chacune est là pour aider l'autre, que ce soit pour n'importe quel problème. Vraiment une ardoute incroyable à Haute-Zar et c'est ça qui fait en fait sa particularité. Voilà. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le live Facebook. Nous y répondrons en fin d'émission. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à l'enseignement du Kodesh. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa place à l'école au Zaratora ? Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais concrètement. Alors, la place de l'enseignement du Kodesh dans l'établissement, c'est une dizaine d'heures en moyenne par classe de la 6e à la terminale. Ça peut varier un petit peu dans les classes de première terminale, puisque avec le nouveau bac et les dédoublements de spécialité, on peut être amené parfois à réduire un petit peu, mais globalement, c'est 10 heures en moyenne. Ça, c'est pour le côté un petit peu technique des chiffres. Voilà, la place du Kodesh à Haute-Zaratora, elle va bien au-delà d'un enseignement pur et dur. C'est beaucoup plus une atmosphère, c'est beaucoup plus des valeurs qui sont transmises dans ces enseignements-là. C'est, comme je vous le disais avant, de construire l'être juif par cet enseignement-là et par l'étude des textes et le goût de l'étude. C'est vraiment en donnant des outils qui permettent aux élèves de se confronter au texte avec les bonnes attitudes, alors on arrive à leur permettre de se construire de ces enseignements. Cet enseignement permet-il de mettre tous les élèves au même niveau, puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément la même pratique à la maison? Oui, c'est pas lié. C'est pas lié parce que déjà, nous reprenons quasi systématiquement les prérequis de base qui pourraient laisser penser à certains qu'avec peu de niveau en Kodesh, on aurait du mal à suivre tel ou tel cours. Ensuite, on fait en sorte, en didactisant l'enseignement, de faire un maximum de différenciation. Ce qui fait que dans une même classe de Kodesh, vous pouvez avoir 2 voire 3 niveaux et des enseignants qui vont complètement s'adapter à ces groupes-là sur les mêmes thématiques, en visant des objectifs différents pour chacune des élèves, ou plutôt pour chacun des groupes. Et ce qui permet donc à tout type d'élève d'accéder à ce savoir et d'accéder à ses connaissances et à son épanouissement dans les matières de Kodesh, disons, dans les enseignements juifs. Donc un enseignement très personnalisé. Plutôt personnalisé. Okay. Avant de parler de l'enseignement en maternelle et en primaire, on va écouter un autre témoignage d'élèves. Comme le veut l'adage, ce sont eux qui en parlent le mieux. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rebecca Azoulay, je suis élève en terminale à Haute-Zaratora et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon école. Ce que je préfère à Haute-Zaratora, c'est l'ambiance familiale. Quelle que soit la classe, nous sommes toutes soudées et proches les unes des autres. Les enseignants nous transmettent leur savoir avec passion et excellence et je remercie toute l'équipe pédagogique. Tous sont à notre écoute, nous encouragent et nous soutiennent et ça c'est très important. J'ai été dans plusieurs écoles, non pas parce que j'ai été renvoyée, mais parce que je cherchais une école où je me sentirais bien,
où je serai contente de me réveiller le matin pour aller à l'école, où je ne serai pas stressée, où je serai encore plus intéressée par les cours. Et vous pouvez penser que je décris une école idéale, mais Ozar Hatorah de Belleville a rempli tous les critères que j'attendais. Et je suis heureuse d'étudier dans cette école. Mis à part un travail d'excellence et des méthodologies d'excellence fournies par nos professeurs, des voyages et des fêtes sont organisés pour nous faire profiter un maximum. Les concours de déguisement à Purim, des fêtes à Tu Bishvat, le voyage à New York en seconde, et j'ai hâte de reprendre ces événements. Ozar Hatorah fait en sorte que toutes nos années passées à l'école restent inoubliables, et je vous le confirme. Merci Ozar. Nous sommes de retour pour cette journée portes ouvertes et nous accueillons à présent Noémie Akouka. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir sur votre plateau pour présenter notre école. Donc Noémie Akouka, directrice depuis 15 ans maintenant et de l'école Ozar Hatorah du 11e arrondissement depuis 7 ans. Ok, donc du primaire? Du primaire et de la maternelle. D'accord. Mixte. D'accord. Combien de classes au GAN et en primaire et quels effectifs à peu près par classe? Alors nous avons 12 classes, 5 classes en maternelle depuis la TPS qu'on accueille dès 18-20 mois, 7 classes en élémentaire et certaines classes sont dédoublées, soit en fonction du nombre d'élèves, soit en fonction des besoins pédagogiques, notamment en CP ou en grande section, où on a besoin de poser les apprentissages pour avoir des bases solides pour la suite. Ok. Selon vous, des effectifs réduits permettent-ils de mieux accompagner les élèves de manière individuelle? Alors, notre école est une école à taille humaine, familiale, chaleureuse, et le fait d'avoir des effectifs réduits permet bien entendu d'avoir une approche plus individualisée de l'enfant. Le professeur, dans une classe où on a 20 élèves, connaît tous ses élèves, connaît ses atouts pour le faire évoluer plus s'il le faut, connaît ses faiblesses, s'il a besoin de rattraper ses difficultés. Et ça permet aussi à nos élèves, comme l'a dit M. Ebidia tout à l'heure, de ne pas être perdu dans la masse, d'avoir une proximité avec son professeur. Et ça, c'est vraiment important pour nous qui sommes une école vraiment familiale et chaleureuse. Et j'insiste sur ce fait-là parce qu'il y fait bon vivre. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe éducative? Alors l'équipe éducative, l'équipe enseignante est une équipe jeune, dynamique, bienveillante, qui a le souci de l'enfant, de sa réussite, de son épanouissement. J'insiste sur l'épanouissement, j'y reviendrai plusieurs fois dans mon propos. Et mon équipe et moi-même sommes au service des élèves pour leur donner le meilleur, pour les rendre plus performants. Et comme le slogan de l'école Ozar Hatorah, développer le meilleur de soi pour la vie. Et nous, c'est dès leur plus jeune âge. L'année à Ozar Hatorah est-elle rythmée par les fêtes juives? Comme dans toutes les écoles juives. Comme dans toutes les écoles juives. Alors nous avons bien entendu l'année scolaire est rythmée par les fêtes juives, certes, pas seulement. Nous avons aussi d'autres projets pédagogiques tout au long de l'année, mais le fait de mettre en exergue les fêtes juives permet d'avoir un kodesh épanouissant, d'avoir un kodesh qui donne envie. Les enfants sont heureux quand ils viennent à l'école. Ils savent qu'on va faire la fête. Une maman me disait, pas plus tard qu'hier, « Ah, mais c'est tout le temps la fête chez vous !» Donc, les enfants sont heureux de venir à l'école et ça, c'est important. En maternelle, nous partageons des portes ouvertes avec les parents pour Hanouka et pour Purim. Et c'est un moment fort de partage entre les parents et les enfants. Alors les parents, ils assistent à des petits spectacles de leurs enfants de maternelle et ils s'assoient aussi avec leurs enfants pour faire une activité manuelle. Et ce moment de partage, de faire venir le parent dans l'école de l'enfant qui a 3, 4, 5 ans, c'est pour les enfants, c'est plein d'étoiles dans les yeux. Et ça, c'est important. Nous avons en élémentaire des projets Chol Kodesh, où nous avons les 2 maîtresses qui sont là, une après-midi, où on fait un travail manuel, où on fait une activité, un atelier, où on travaille la transversalité. Il faut savoir que la transversalité est quelque chose qui est très cher à notre école.
le rôle, le Kodesh, c'est pas deux cerveaux, un enfant n'a pas deux cerveaux, c'est un enfant à part entière. Et c'est ça qui est important. Quand il voit dans sa classe les deux maîtresses sur un même projet, alors il s'identifie à cela et c'est ça qui est important. Nous avons tout au long de l'année donc le concours de Hanoukiot, un moment phare, si je puis dire, dans l'année. Donc les enfants font des Hanoukiot, les unes plus originales que les autres, avec le concours des parents, encore une fois. Les parents s'investissent énormément pour être le meilleur. Et ça, c'est pour Hanouka. Le palais d'Esther, alors où est-ce que la transversalité est là dans le palais d'Esther? C'est un marché, on achète plein de nourriture. Les enfants viennent avec leurs petites pièces de monnaie et achètent. Donc on manipule la monnaie, on fait du calcul mental, voilà. Et puis ils sont heureux de faire leur petite course pour offrir un Mishloach Manot pour quelqu'un d'autre. On a Pessar, son mini-Seder, on a l'Ag Baomer, c'est sorti, on a... voilà. L'école est rythmée par les fêtes juives, comme vous l'avez dit, mais aussi par les différents sioumim. Dès le GAN 3, dès la grande section de maternelle, les enfants, quand ils ont terminé d'apprendre à lire en hébreu, on fait ce qu'on appelle le Messibat Sidour. Et ils reçoivent, alors on fait ça en grande pompe, hein, les parents sont invités, etc. Et ils reçoivent leur premier Sidour, le Patach Eliaou, pour entrer en CP après. En CP, un sioum, toutes les classes, quand on termine une paracha, on fait un sioum. Et quelle est la plus grande fierté des parents de venir assister et de voir tout... Ah, je ne savais pas qu'il savait tout ça, mon fils. Et ça, c'est pour nous une très belle récompense. Donc, les initiatives originales développées au sein de l'établissement, c'est ce dont vous venez de me parler ou il y en a encore d'autres? Ah, il y en a encore d'autres. D'accord. Oh, oui, il y en a encore d'autres. Alors, dites-moi. À l'école, chaque année, on essaye d'innover. Chaque année, on essaye de faire des nouveaux projets. Alors, nous avons fait des ateliers de sophrologie à une époque où nous étions secoués par les attentats. Donc des ateliers de sophrologie, les enfants ont pu exprimer leur peur et ont pu libérer leurs paroles. Et nous avons chaque année aussi, les enfants vont dans les maisons de retraite, pas cette année, mais ils ont quand même confectionné un Mishloach Manot pour les personnes âgées. D'habitude, ils vont dans les maisons de retraite, passent un moment avec eux. Pour les personnes âgées, c'est un moment où ça a pas de mots. Pour les personnes âgées et pour les enfants, le retour chez les enfants est extraordinaire. Un projet qui me tient à cœur au niveau des initiatives, c'est le projet de l'Ivrit. Apprendre à l'école juive l'Ivrit, Be'Ivrit, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans toutes les écoles. Donc j'ai un professeur autochtone, israélienne, qui fait des ateliers dès la maternelle, dès le GAN 2, et qui parle en ivrite et uniquement en hébreu à ses élèves. Et les enfants absorbent. Et d'ailleurs, nous, cette année, en moyenne section, c'est une classe pilote pour le ministère de l'Éducation israélien. Donc en France, la maîtresse, donc, elle est inspectée régulièrement par des gens du ministère de l'Éducation israélienne et viennent voir comment on travaille l'ivrite. Et c'est un projet qui se monte, GAN 2, GAN 3, CP, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation au premier secours organisée en collaboration avec le Magen David Adom? C'est ça, Magen David Adom. Alors, après avoir formé tout mon personnel, enseignant et non enseignant, c'est important que les enfants CM1, CM2, quand ils peuvent, soient formés aussi au premier secours, d'abord pour se prémunir, pour savoir bien réagir et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas paniquer. Et ça, c'est pour ça que le Magen David Adom, ce qui correspond à la Croix-Rouge, vient dans notre école pour former nos enfants. Alors, à côté des enseignements généraux et religieux, vous éveillez les enfants notamment au travail d'écriture. Comment ça se traduit ? Alors, au travail de lecture, d'écriture, c'est quelque chose qui est important en primaire. Nous avons mis en place, bien sûr, au niveau de la littérature de jeunesse, tout type de lecture. Au niveau de l'écriture, les enfants écrivent un peu chaque jour. On a mis en place des rallyes lecture afin de favoriser encore plus la lecture, et ce, dès le CP, hein, on peut mettre en place ce rallye lecture. Alors, écrire, c'est quelque chose de pas simple pour nos enfants. L'angoisse de la page blanche pour nos élèves. Alors, nous avons étudié en classe de CM1, CM2, des livres de Yael Hassan, une auteure
connu de la jeunesse et de la communauté juive, qui a beaucoup écrit aussi sur la Shoah, mais on n'étudie pas que, surtout en CM1, CM2. Donc nous avons étudié des livres à Yael Hassan, et elle est venue, et elle a raconté comment les enfants ont pu poser leurs questions, comment elle écrivait, comment elle faisait, est-ce que c'était à l'ordinateur, est-ce que c'était dans un cahier, le jour, la nuit, et elle nous a révélé tous ses secrets, et c'était formidable pour nos enfants. Pourquoi ces enseignements sont-ils primordiaux dans le développement de l'enfant, d'après vous ? Ça fait partie de la diversité, et la diversité, c'est notre richesse. Et apprendre autrement, apprendre d'une autre manière, c'est s'ouvrir à la culture, être acteur de ses savoirs, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et pour pouvoir, à part Yael Hassan, et s'ouvrir à la culture de cette manière-là, on met en place à l'école aussi, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire à l'extérieur de l'école, l'enseignement à l'école juive est long dans la journée, donc on a mis en place aussi des activités périscolaires, les échecs, le théâtre parfois, en fonction des années, des demandes, la zumba, la danse moderne, et ça permet aussi à l'enfant de sortir du carcan scolaire. Voilà, nous sortons aussi, au musée. Alors Paris n'en manque pas, hein, les ateliers dans la Cité de la Science, au Palais de la Découverte, ça ne manque pas à Paris. Et ce qui est aussi très important, c'est les classes de découverte. Je mets un point d'honneur chaque année à faire une nouvelle classe de découverte. Alors, nous partons dès la grande section. Ils ont 5 ans. Ils partent 5 jours. Ils partent au Poney Club. Les grandes sections CP partent au Poney Club. Alors, une année, on n'a pas fait de Poney Club. On a innové. On a fait une classe itinérante pour ces enfants. Et on a fait plein de choses que les enfants ne peuvent pas faire. Ni avec leurs parents, ni ça ne leur arriverait de le faire au gré des vacances, de leurs vacances. Donc c'est important. CE1, CE2. Quel type d'activité du coup ? Alors, en CE1, CE2, on est parti en Camargue. On a vu un combat de taureaux. On a grimpé sur une montagne de sel en Camargue également. On a fait de la pêche à pied en Occitanie et nous avons vu les menhirs sur la côte bretonne. Donc chaque année, voilà. Et puis bien sûr, nous avons nos classes de neige pour les plus grands, CM1, CM2. Et là aussi, c'est pas juste le matin la classe et l'après-midi le ski. Non. Moi, je suis pour faire d'autres choses quand on va en classe de neige. Donc découvrir la faune et la flore de la montagne avec une tête de cerf, par exemple, faire une balade en raquette, construire des igloos. Donc toutes ces choses-là, les parents n'amènent pas... Alors ils font faire du ski, oui, mais ces activités annexes auxquelles je tiens, les enfants en profitent. Et ce qui est important dans les classes de découverte, au-delà de tout ce qui est l'ouverture sur la culture, sur l'ouverture sur la cité, ce qui est important, c'est que on ne laisse pas d'enfants qui souhaiteraient venir et qui, par souci de moyens financiers, ne peuvent pas venir à cette classe de découverte. Alors il y a les familles entre elles, cette ardoute dans l'école, les familles entre elles se cotisent et payent pour un tel ou pour un tel, font un pot commun et ça permet à tous les enfants de participer à ces classes de découverte. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur ? On me dit que vous adorez organiser les spectacles de fin d'année. On vous a dit plein de choses. Bien renseigné. Alors, un spectacle de fin d'année, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de toute une année de travail. C'est l'aboutissement d'une cohésion d'équipe, de fil conducteur dans chacune des classes. Pour faire un spectacle de fin d'année, c'est chaque professeur, chaque élève donne le meilleur de lui-même, s'investit sans compter. C'est un dévouement et une générosité qu'on ne retrouve que dans ces moments de plénitude et on la ressent telle le jour du spectacle, cette plénitude, c'est un vrai bonheur, même s'il y a le trac pour les enfants, le trac pour les adultes, c'est vraiment l'aboutissement. Certains élèves se révèlent à ce moment-là par les danses, les chants, les petites scénettes, les spectacles. Et c'est le juste reflet de la transversalité Chol Kodesh, si chère à notre école. Et par cet aboutissement-là de spectacle de fin d'année, il faut savoir que nous avons plusieurs manières d'enseigner. La manière magistrale,
D'accord ? On fait son cours, on vient, on fait son cours. Qu'est-ce qu'il en reste chez l'enfant ? 10%. On a une autre manière d'enseigner. L'enfant est acteur, il réinvestit. Combien il en reste ? 50%. Et nous avons une troisième manière, c'est être le modèle, c'est faire. Et là, je vous garantis, il en reste la totalité. Et c'est ça qui est important pour moi dans les spectacles de fin d'année, parce qu'ils vivent tout ce qu'ils ont appris, puisque c'est un fil conducteur tout au long de l'année. Et donc, ils vivent, et là, on en garde la totalité. Et c'est ça ce qui est important dans cet aboutissement du spectacle de fin d'année. Merci beaucoup. Un petit mot pour terminer ? Alors, pour résumer en quelques mots ce qu'est notre école, c'est une école où il fait bon vivre, vraiment. Et où l'épanouissement, le respect et la réussite sont les maîtres mots de l'équipe encadrante. La performance de chacun, tant celle des professeurs que celle des élèves, chacun est performant, chacun donne le meilleur de lui-même pour se dépasser, d'aller toujours plus loin. Et Haute-Sahara Torah du 11e, c'est vraiment développer le meilleur de soi. Pour la vie. Je vous propose qu'on regarde à présent le témoignage de Liam, un élève de CM2 à Haute-Sahara Torah. Bonjour tout le monde, je m'appelle Liam, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je suis à l'école Haute-Sahara 11e depuis l'âge de 3 ans. J'aime mon école, c'est une deuxième famille. Elle m'aide à grandir de jour en jour. Madame Abouka et les Moras sont toujours là. Pas seulement pour enseigner, mais aussi quand j'ai besoin d'un conseil. Le matin, je suis content d'aller à l'école. J'ai des copains qui sont tout gentils et nous sommes toujours unis. On veille les uns sur les autres. L'année prochaine, je serai en 6e si tu veux. Et je suis déjà triste de quitter mon école. Je me souviendrai toujours de ces belles années à Haute-Sahara. Bisous. Nous sommes toujours en direct de cette journée portes ouvertes organisée par l'école Haute-Sahara Torah en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. Je vous rappelle que le replay sera disponible à la fin de ce direct. Posez donc toutes vos questions, nous y répondrons à la fin du live. On va revenir à monsieur David Ebidia, le directeur de l'établissement, pour parler du lien avec Israël qui est au cœur du projet pédagogique de l'école. Comment ça se traduit au quotidien ? Alors, il faut savoir que les filles, au collège surtout, ont des heures attitrées à l'étude du Chumash, donc de la Bible. Et en fin de 3e, elles vont participer à compter de l'année prochaine, puisque c'est un projet qui n'a pas encore vu le jour dans le 11e, je crois. C'est un voyage qui s'appelle Bible en main. Et donc, elles auront la possibilité de passer une semaine en Israël, accompagnés entre guillemets de leur Bible, mais c'est un voyage qui vient plutôt comme un aboutissement de toute l'étude du texte qui aura pu être faite de la 6e à la 3e. Et c'est très important pour un jeune aujourd'hui de visualiser son enseignement dans un espace. Dans le temps, c'est vrai, alors pour elle, effectivement, les textes fondateurs sont des textes qui sont anciens, qui datent d'un autre temps, et le fait, en fin de 3e, d'aller en Israël et de visiter des endroits qu'elles ont pu parcourir dans le texte pendant toutes ces années leur permet justement de le rendre vrai, de le rendre véritable, de le rendre réel, de le vivre pleinement. C'est génial. Pouvez-vous, non vraiment, est-ce que vous pouvez nous parler du programme Bac Bleu-Blanc ? Alors oui, le voyage au Bac Bleu-Blanc, il vient, c'est en fin de terminale. Donc bon, toutes les élèves en rêvent en général depuis la seconde à la terminale, elles l'attendent avec impatience. Ça fait un an, enfin en tout cas cette année, on n'a pas pu le réaliser. Elles le voient comme une consécration de tout leur parcours en école juive. Après toutes ces années d'études en Kodesh, en ivrite, dans tout, en Chol aussi, c'est l'occasion de se retrouver avec d'autres écoles aussi, parfois d'autres personnes qu'elles connaissent par ailleurs, et de se retrouver en Israël avec une fête monumentale d'ailleurs qu'elles attendent avec impatience à chaque fois. Et c'est surtout aussi l'occasion pour elles d'envisager un futur en Israël. Puisque dans ce voyage-là, on va leur proposer à un certain moment, même dans les visites, que ce soit des visites de séminaires, ou des visites de faculté, à Bar-Ilan notamment, ou des visites, ou une soirée, il y a une soirée qui est organisée aussi où bon nombre d'écoles qui font partie des programmes Massa ou d'autres programmes similaires viennent à la rencontre des élèves et les élèves peuvent poser leurs questions de suite d'études, comment est-ce que ça s'organise, tout type de questions. Et c'est vraiment le moment où elles envisagent leur futur, leur vie future en Israël. Et pour nous, c'est assez important puisque
pas qu'il n'y ait pas d'avenir en France, mais les parents aujourd'hui, en tout cas la communauté juive aujourd'hui, se projette beaucoup sur la suite en Israël. Donc c'est très important pour nous de donner ces outils-là aux filles. Et le voyage Bac Bleu Blanc participe à l'élaboration d'un parcours possiblement en Israël ou pas. Hein, mais voilà, c'est un moment très attendu par les élèves en tout cas. On va parler à présent, si vous voulez bien, du devoir de mémoire. Comment se traduit l'enseignement de la Shoah à l'école ? Alors l'enseignement de la Shoah, on a l'habitude de le travailler, surtout en 3e, puisqu'il fait partie du programme d'éducation nationale en histoire. Nos jeunes filles, d'ailleurs, ont participé à un concours sur la résistance il y a un an, qu'elles ont remporté, d'ailleurs. Donc, en 3e, on met l'accent aussi beaucoup sur cette période, puisque elles le traversent dans leurs obligations d'apprentissage d'histoire pour le brevet. Mais c'est quelque chose qu'on expérimente quand même dans chacune des classes. Puisqu'il y avait Yom HaShoah récemment, on a organisé en partenariat avec la Morim des interventions d'intervenants vraiment de très grande qualité, si je puis dire, puisque notamment un des formateurs de Yad Vashem est intervenu pendant près d'1 heure à raconter sa propre histoire à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le rapport à la Shoah, et la consécration aussi dans cette affaire un peu moins glorieuse. C'est le voyage en Pologne qui a lieu en fin de première, enfin pas fin de première, en milieu de première, et justement on reprend en première un petit peu toute une préparation au voyage en Pologne qui se fait tout au long de l'année. Il y a une préparation avant et il y a l'après-Pologne aussi. Parce que pour avoir fait la Pologne 8 fois, je peux vous dire que vous n'êtes plus le même à partir du moment où vous y allez et vous revenez, vous n'êtes plus la même personne, vous vivez plus votre judaïsme de la même façon, même parfois vous êtes chamboulé dans votre vie privée. C'est un voyage qui laisse des traces, mais qui forge les élèves, qui leur permet vraiment de se poser de vraies questions sur leur existence, sur leur rapport à la Torah, au judaïsme en général, et sur leur construction personnelle aussi, parce que c'est quand même une thématique qui chamboule et qui pose beaucoup de questions, des questions philosophiques, des questions auxquelles on n'a souvent pas de réponse. Et donc c'est les accompagner aussi dans cette réflexion autour de la Shoah, au-delà de l'apprentissage de l'histoire, clairement, pour qu'elles aient les outils, puisque c'est quelque chose qui est souvent remis en question par les nations, qui est souvent remis en question à l'extérieur. Donc leur donner des outils pour défendre ça, pour se défendre, et voilà. On va parler du processus d'inscription aussi. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce processus ? C'est un processus qui est assez simple pour quelqu'un qui n'aurait pas le contact direct avec l'école, mais on reste assez disponible. Voilà, je suppose que les coordonnées sont en train de défiler au moment où je parle. A priori. Donc voilà, on reste assez disponible. Elles ont commencé, les inscriptions ont commencé. On peut toujours se renseigner sur notre site internet, je suppose, que ça défile aussi. Et que voilà, là-bas, vous allez trouver pas mal de renseignements, notamment sur le mail qui est mis à disposition pour les inscriptions. On est aussi en train de créer une trame pour que les inscriptions puissent se faire en ligne directement. Ok. Un conseil pour les parents au moment des inscriptions ? Ne négligez aucune information à nous transmettre, surtout sur la sensibilité de vos enfants, sur leur parcours, sur vos attentes, et pour qu'on puisse élaborer avec eux les besoins de leur enfant. Ce qui me tient énormément à cœur quand j'élabore, disons quand je prends des inscriptions, surtout en 6e, c'est de voir vraiment le parcours de chacune des élèves et d'essayer de me faire une idée, la meilleure idée possible du groupe classe, pour élaborer ensuite avec les enseignants un projet spécifique à la classe, un projet qui soit adapté à la classe. Donc ne négligez aucune information. Les éléments importants pour faire son dossier ? Bulletin scolaire, voilà, contactez-nous, on leur donnera des bulletins des bulletins d'inscription avec tous les renseignements dont on a besoin. Mais globalement, c'est ça, bulletin scolaire. D'accord. Et le coût mensuel d'une scolarité à l'école aux Arts Torah, est-ce qu'il y a un système de bourse ? Oui. Surtout en période de Covid. Alors le coût des scolarités, le scolarité plein, son tarif plein est aux alentours de 3 600 €. Mais il faut savoir qu'Otsara Torah est, de ce que j'ai entendu, l'établissement qui
qui octroie le plus de bourses dans les écoles privées, dans les écoles juives privées. Il y a un abattement qui se fait aussi en fonction du nombre d'enfants qui y est inscrit. Et voilà, chaque famille, après étude de la situation et de leur avis d'imposition, et après échange, trouve en général le tarif qui lui convient et qui lui correspond. L'idée étant de ne laisser personne pour compte pour des raisons financières. On accepte tout le monde et on trouve ce qui est le tarif adapté à chacun en général. Ok, nous avons plein de questions sur le live, donc merci à vous. Nous allons y répondre tout de suite. Une première question de Sarah, maman d'une élève de 3e. N'est-il pas trop tard pour envisager l'école juive et comment se positionne l'école au niveau des résultats au baccalauréat? Alors, je vais répondre d'abord les résultats au baccalauréat, c'est plus court. Comme vous 100% de réussite au baccalauréat depuis de nombreuses années. Bon, c'est pas un élément, en réalité, le 100% de réussite au bac ne représente pas grand-chose. Quand on voit que le résultat à l'échelle nationale, il est de près de 90%, 10 points de plus, c'est la norme. Ce qui compte, c'est notre capacité à accompagner cet enfant, justement, qui pourrait entrer en école juive qu'en classe de seconde, et malgré tout y trouver son compte, et qu'on puisse lui donner tous les éléments pour élaborer son parcours après le bac. Ce qui est beaucoup plus parlant que le résultat des 100% de réussite, c'est notre classement dans les écoles de Paris, par exemple. On est dans le top 10, on est 10e du classement des écoles privées de Paris. Et un des éléments importants, c'est notre capacité d'accompagner un élève sur la durée. C'est-à-dire que la durée de vie d'un élève dans notre établissement est beaucoup plus est assez forte et nous permet de nous classer 10e, d'être classé 10e. Et donc voilà, l'inscription en 3e, non, c'est pas trop tard du tout. Au contraire, allez-y, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, faut y aller. Un lycée, c'est important, c'est quelque chose d'important. Choisir son lycée, envisager un parcours professionnel, ça se fait effectivement depuis la classe de seconde. Ses choix de spécialité, quel type de bac cette fille envisage. Oui, c'est là que tout se joue. Voilà, c'est là que tout se joue. Donc non, il n'est pas trop tard. Et pour l'enseignement du Kodesh, non, c'est pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est pas du tout. C'est vraiment pas une contrainte, pardon. Vous adaptez, voilà, on s'adapte et c'est un enseignement qui permet à tout type d'enfant de s'épanouir. Ok, nous avons une question aussi de Nathalie, maman d'une petite Anna qui a des difficultés d'apprentissage et apprend à son rythme. Qu'y a-t-il de prévu à l'école concernant le soutien et l'accompagnement des élèves, pardon? Alors, le soutien, puisqu'on est une école sous contrat, on a des heures supplémentaires qui sont allouées par classe, qu'on a l'habitude d'appeler de l'AP, ou des heures d'accompagnement. Qui sont alloués dans certaines matières avec certains groupes qui le nécessitent. Il y a des projets par classe qui sont élaborés pour ces heures-là. Alors parfois on va mettre l'accent, au sortir du confinement, ça a été vraiment nécessaire de mettre en place et de mettre l'accent sur le programme qu'on allait proposer pendant ces heures-là. C'est 1 à 2 heures au collège, ça dépend des classes. Ça peut être de l'accompagnement en français, ça peut être de l'accompagnement méthodologique, ça peut être en maths. Ce qu'on essaye de faire, c'est de varier. Pas que l'enseignement soit 1 heure de français sur tout le long de l'année, c'est de faire en sorte qu'un groupe, à un moment donné, a des besoins en 6e en méthodologie, puisque l'adaptation au collège, c'est quelque chose quand même. Une élève qui passe du CM2 à la 6e, c'est un chamboulement. Et donc on utilise ces heures-là notamment pour leur apprendre à s'organiser dans leur travail, leur apprendre à s'organiser dans l'établissement, dans la vie de l'établissement. Et donc ça, c'est un élément qui aide énormément les élèves qui seraient en difficulté à évoluer dans l'établissement avec facilité. Même quand il y a des difficultés d'apprentissage, même quand il y a parfois des situations de handicap. Autrement, nous avons un personnel AVS donc, qui nous est envoyé entre autres par le rectorat, qui prend en charge les élèves qui auraient des besoins d'accompagnement. Donc c'est une personne qui est vraiment attitrée à une élève pour certains cours et qui va l'aider à s'organiser pendant le cours, qui va l'aider parfois à prendre note quand cela est nécessaire. Mais voilà globalement ce que l'on met en place, en plus du contact permanent qu'on peut avoir avec les familles et avec les élèves
pour essayer d'adapter et de faciliter leurs apprentissages. C'est le mot d'ordre, s'adapter. S'adapter un maximum, s'adapter. Répondre à leurs besoins surtout. Nous arrivons, merci, à la fin de cette journée portes ouvertes. Je vous laisse, Monsieur Ebidia, la parole pour conclure. D'accord. Alors, c'est un exercice pas simple après tout ce que j'ai dit. Synthétiser. Disons que Otsaratora donne la possibilité aux enfants de superposer un enseignement de Kodesh à un enseignement de Chol et de le superposer pour construire l'avenir de ses élèves. C'est pas seulement un apprentissage de texte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est, comme l'a dit Madame Akoka au primaire, et il y a pas mal de projets qu'on fait en commun depuis que je suis arrivé, notamment la fête de Pourim et d'autres choses, mais c'est vraiment de créer une émulation dans l'établissement autour de la vie juive, puisqu'on ponctue toute l'année avec des projets qui sont liés aux fêtes. Chaque classe a son projet attitré lié à son programme de Kodesh ou à son programme de matière générale. Ça pourrait être l'écologie dans certaines classes, d'autres choses. Pour les sciences en lycée, pour la Shoah en première, toutes ces choses-là qui ouvrent les élèves sur le monde, qui leur permettent de se construire avec un maximum d'éléments, un maximum de compétences. Et c'est notre mission tous les jours. L'équipe que je côtoie tous les jours est une équipe qui est soucieuse de la réussite de ses élèves, qui est à l'écoute. Et qui, encore tout à l'heure, j'avais une enseignante qui est venue avec une élève pour discuter de sa situation, pour échanger. On échange en permanence. Moi, j'ai évolué dans l'éducation en étant en contact beaucoup plus des élèves que des enseignants, parce que c'était ma formation initiale, mais j'ai besoin de ce contact avec les élèves, j'ai besoin de répondre à leurs besoins. Voilà. Ok, merci. Et Johanna Smadja, du coup, vous avez un mot également pour conclure ? Oui, bien sûr. Alors déjà, j'aimerais encourager toutes les familles qui nous suivent à nous contacter via notre page Facebook et notre hotline. Et nous les mettrons bien évidemment en contact avec le secrétariat et la direction de l'école Otsaratora. Et au-delà de ça, j'invite également les parents à une réflexion sur l'école juive, leur dire que c'est un bien précieux, qu'il y a énormément d'atouts et que c'est sans doute le plus beau cadeau qu'ils feront à leurs enfants. Merci. Avec ces informations se termine notre journée portes ouvertes digitale organisée par l'école Otsaratora en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Les équipes restent évidemment mobilisées pour répondre à vos dernières questions. Merci à tous et bonne fin de journée.